L'importance de la diversité dans les médias et dans l'art est un sujet qui est aujourd'hui de plus en plus valorisé. Il devient maintenant impensable de ne pas mentionner l'importance de l'inclusion et l'impact extrêmement positif que celle-ci peut avoir sur une tranche de la population qui s'est vue pendant longtemps mise à l'écart pour ses différences. Cassandra Cachero, photographe et mannequin, se place depuis plusieurs années au cœur de ce sujet en explorant l'intimité et la diversité avec justesse. Du Musée des Beaux-Arts de Québec, en passant par le clip Lesbian Breakup Song de Safia Nolin et ses nombreux projets personnels, Cassandra ajoute une touche de magie et de liberté où qu'elle se trouve. Elle nous rappelle que la diversité visuelle est un baume pour le cœur, une porte d'entrée au dialogue, à l'acceptation de soi et des autres. Je suis Constance Carpanez et vous écoutez Point d'écoute, le podcast du Bota Bota Spa sur l'eau. Bonjour Cassandra. Allô Constance. Merci d'être ici avec nous pour le tout dernier épisode de Point d'écoute. Ça me fait plaisir. Le dernier épisode de la deuxième saison. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler de très belles choses, de diversité corporelle, oui, de bien-être, d'amour pour soi. Ah, mes sujets préf. Exactement. Donc, on va vraiment sauter dans le vif du sujet tout de suite. Et j'aimerais que tu nous parles un peu de toi. Qui est Cassandra Cachero? C'est toujours la question la plus difficile. Où commencer? En fait, je m'appelle Cassandra Cachero. J'ai 31 ans. Je suis nouvellement maman d'une petite fille de presque 1 an. Je fais de la photo argentique depuis maintenant bientôt 8 ans, je crois. C'est un peu difficile de calculer avec les 2 ans de pandémie et tout, là. Mais ouais, environ 8 ans. Au début, j'ai vraiment commencé vraiment comme un passe-temps. Je me suis toujours dit comme, je suis tellement plate, j'ai jamais de passe-temps, je suis pas quelqu'un qui a un hobby ou quoi que ce soit. Puis là, à un moment donné, j'avais des amis qui faisaient de la photo argentique, puis je me suis acheté une point and shoot comme sur eBay d'une vieille madame à Laval. Puis j'ai commencé avec une point and shoot, après j'ai commencé à photographier des amis. Puis j'avais toujours une job à temps plein. Je travaillais pour une compagnie de mode locale montréalaise. J'ai travaillé là pendant 6 ans. Puis vers la fin, c'est ça, je voyais que j'étais plus autant concentrée au travail parce que je commençais à avoir des contrats. J'avais aussi un projet photo qu'on va sûrement jaser un peu plus tard. Fait que je voyais que j'étais moins concentrée au travail. Puis aussi, je commençais à penser à peut-être me lancer à faire ça de ma carrière. Quand j'ai finalement décidé de comme, OK, en fait, non. On revient. Ça s'est pas passé aussi bien que j'allais le dire, en fait. C'est parce qu'en fait, il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans, j'ai eu un arrêt de travail parce que j'ai fait une dépression. Puis avec l'arrêt de travail, ça a duré comme tout un été, tout l'été, tout l'automne. Puis à la fin de mon arrêt de travail, bref, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie cette année-là. J'ai mis terme à une relation de 8 ans. J'ai vendu la propriété que j'avais avec cette personne-là. Avec l'arrêt de travail et tout, j'ai l'impression que tout avait changé dans ma vie. Puis là, j'étais comme, OK, on va tout changer pour de vrai. Je vais pas retourner au travail après l'arrêt. Quand je me sentais mieux, je me suis dit, non, je vais juste pas y retourner. C'était peut-être comme un signe. Fait que je me suis dit, bon, je vais me lancer freelance. J'avais beaucoup d'argent de côté de ma vente de propriété. Fait que, je me sentais sécure de changer ça puis de me lancer freelance. Et après, 1 mois après, la pandémie a commencé. Fait que c'est pas le meilleur début de vie de travailleuse autonome, surtout quand que la photo que tu fais, c'est de la photo souvent intime, où ce que je fais beaucoup de portraits, où ce que je suis très proche souvent de la personne que je prends en photo. Donc, ça a vraiment mal commencé. Je dirais que, tu sais, au début de la pandémie, on savait pas un peu
c'était quoi, on savait pas les limites de qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire. Fait que je dirais que les premiers mois, j'ai pas fait beaucoup de contrats. Il y a aussi, tu sais, c'est difficile sur la santé, mais c'était difficile sur la santé mentale de tout le monde. Après, tu sais, ça, la pandémie, c'était environ en février. Après l'été, donc quelques mois plus tard, j'ai su que j'étais enceinte. Fait que là, c'est encore pire parce que là, il y a la pandémie et t'es enceinte. Tu veux pas qu'il arrive quelque chose à ton bébé. Encore là, on était encore, tu sais, oui, on savait un peu plus ce qu'on faisait avec tout ça, mais tu sais, il n'y avait pas encore les vaccins, rien, tu sais. Fait que moi, j'avais vraiment peur d'attraper la COVID. Fait que j'étais toujours chez moi. Je prenais pas beaucoup de contrats. Les seuls quelques contrats que j'ai faits durant ma grossesse, c'était j'ai photographié d'autres femmes enceintes. Parce que je sais pas pourquoi, en étant enceinte, les gens sont venus vers moi pour des photos de maternité. Je sais pas si c'est parce que le confort de savoir que la photographe aussi, c'est un peu ce que tu vis, tu sais. Puis je me disais, si je prenais ces personnes-là en photo enceinte, je sais que souvent, ils vont faire autant attention à moi de pas être en contact avec plein de gens. Donc, c'était comme un peu, je me sentais plus en sécurité par rapport à tout le virus et tout, de prendre d'autres gens qui font autant attention que moi. Fait que je dirais que j'ai peut-être pas plus fait que comme 4-5 contrats durant ma grossesse. Ça a été quand même difficile, tu sais, que vivre une grossesse en pandémie, c'est pas facile. Mais je dirais que c'est ça. Depuis quelques mois, depuis que la pandémie nous laisse un peu plus genre respirer, puis que depuis qu'on a les vaccins et tout, ça va vraiment mieux. Fait que je dirais que ça fait juste techniquement quelques mois que je suis travailleuse autonome. Les 2 années d'avant... Ça compte pas. Ça compte pas vraiment. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. On va l'oublier, puis on va passer à autre chose. Fait que c'est ça. Maintenant, je fais ça en permanence. C'est mon travail. C'est encore surréaliste pour moi de penser que je fais ça comme carrière. C'est même le dire encore, j'ai l'impression que c'est comme... pas cringy, mais je suis comme voir que c'est moi, tu sais. Je pense que ça m'a pris déjà plusieurs années juste être capable de me dire que je suis photographe. Fait que c'est ça. Quoi d'autre tu veux savoir, Constance? Je peux continuer longtemps. Donc, tu es photographe, comme tu l'as dit, et aussi tu aimes, comme tu l'as dit, tu es très dans l'intimité des gens. Oui. Tu prends les femmes, majoritairement des femmes Mm-hmm. enceintes, mais aussi dans leur intimité, donc souvent nues. Ouais. C'est vraiment tu as vraiment une vision, tu montres une vision du corps qu'on voit peu finalement dans les réseaux sociaux ou juste dans la vie en général. Est-ce que ce projet, il est venu de quelque chose en toi par rapport à ton corps? Est-ce que tu voulais voir quelque chose chez les autres? Comment est-ce que ta vision du corps a évolué et comment est-ce qu'elle a participé à ce projet de vie, en fait? Ouais. Ça, j'ai oublié de parler de quel genre de photos je faisais, mais c'est vraiment bizarre. Ben, pas bizarre, mais dès la première fois que j'ai pris quelqu'un en photo, ça a toujours été des photos comme un peu plus intimes, où souvent les gens vont être dénudés ou en sous-vêtements ou quoi que ce soit. Puis je sais pas pourquoi ça a commencé comme ça. C'est sûr que la première personne que j'ai pris en photo, c'était mon ami d'enfance. Fait que on était à l'aise. C'était vraiment comme une après-midi où on jouait un peu. Là, c'était la première fois que je prenais quelqu'un en photo. Puis on dirait que ça allait comme continuer comme ça. C'est sûr que, tu sais, en mettant les photos sur les réseaux sociaux, des fois, les gens après t'approchent pour qu'est-ce qu'ils voient aussi de ton travail, tu sais. Fait que ça a juste continué comme ça. Puis après, j'ai commencé un projet qui s'appelle The Womanhood Project, qui n'existe plus depuis quelques mois. On pourra en parler un peu plus tard. Puis c'est ça, c'est sûr qu'en faisant ce projet-là qui a duré presque 6 ans, je me suis souvent posé la question, c'est comme pourquoi je rentre dans l'intimité comme ça des gens, pourquoi que j'aime prendre des gens souvent nus en photo. J'aime aussi explorer tout ce qui est diversité corporelle. Toutes les personnes que je prends en photo, c'est des gens qui ont des corps différents, qui ont des réalités très différentes, qui ont vécu beaucoup, beaucoup de choses souvent. Puis c'est ça, je pense que
peut-être que ça... Je sais pas, en fait, j'ai pas la réponse de pourquoi j'ai commencé puis que je suis allée vers ça, mais ce que je sais, c'est que ça a de loin... C'est vraiment la chose qui m'a le plus aidée avec mon propre corps, puis ma vision, puis ma relation que j'ai avec mon corps. Je dirais que en voyant tout plein de corps différents, puis aussi en explorant les réalités de ces corps-là, puis en écoutant leur histoire, j'ai vraiment plus appris à aimer le mien. Pas nécessairement comme... C'est comme... Je pense que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que comme j'ai full confiance en moi, puis et tout, j'ai plus confiance en moi qu'avant. Je dirais qu'en grandissant, en étant adolescente, genre, je détestais mon corps, tu sais, j'ai vraiment... Moi, j'ai 31 ans, on a grandi dans les années que, tu sais, les standards de beauté, c'était comme les filles de Friends, tu sais, c'était comme size 00, puis comme... C'est ça, exact, puis j'ai jamais ressemblé à ça, tu sais, puis moi, j'avais une poitrine, genre une cup C à genre 13 ans, tu sais, comme... J'ai toujours été la personne qui a le plus de courbes dans la classe, tu sais, comme... Fait que je me suis toujours sentie un peu hors norme par rapport aux autres filles dans mon entourage. C'est de voir des corps comme le mien, des corps différents, des gens qui travaillent sur la relation qu'ils ont avec leur corps. Je veux pas, tu sais, comme tu fais beaucoup d'introspection par rapport à ton propre corps, tu sais. Puis c'est juste d'être confronté à des corps différents. Ça m'a vraiment aidé à aimer le mien parce que je pense que si on regarde juste les médias puis la culture, que ce soit américaine, québécoise, la culture en général, puis les médias, on voit toujours le même type de corps, tu sais. On voit toujours... C'est sûr que maintenant, je dirais, dans les dernières années, ça s'est vraiment amélioré, mais je pense que c'est peut-être accessible pour quelqu'un comme moi qui veut vraiment aller à la recherche de personnes différentes, mais je pense que en majorité, tu sais, comme les médias en général, qu'est-ce qu'on voit à la télé, qu'est-ce qu'on voit dans les films, ça reste encore très comme dans le petit créneau des beautés, des standards de beauté. C'est pas très démocratisé, finalement. Non, c'est ça. Moi, tu sais, quand je scroll mon Instagram, quand je vais sur mes réseaux sociaux, c'est plein de corps différents, mais c'est parce que c'est moi qui ai vraiment voulu ça, c'est moi qui veut ouvrir mes réseaux sociaux puis me reconnaître, tu sais, comme... Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas que ça existe, ce côté-là. Puis il y a encore beaucoup de gens qui se reconnaissent pas quand ils ouvrent leur télévision ou qui regardent des films, tu sais. Je me souviens même, c'est quoi ta question? Parce que quand je pars, j'ai vraiment de la misère à arrêter. On parlait de, justement, comment... Bah, t'as répondu à cette question de comment t'as vu ton corps évoluer, enfin, la vision de ton corps évoluer. Puis je pense que ça m'amène à ma prochaine question qui est, j'avais lu une entrevue que tu avais faite pour Portrait de Montréal, où tu parlais de comment tu avais été élevée aux côtés de ta mère, qui, elle, avait une vision très dure d'elle-même, et tu as été élevée avec quelqu'un qui se voyait comme ça, donc ça a certainement, d'une façon ou d'une autre, dû un peu empiéter sur comment toi tu te voyais. Tu as mentionné que tu avais une petite fille. Comment est-ce que tu comptes lui parler du corps à ta fille versus comment ta mère, elle, t'a parlé de son propre corps? Quelle est ta vision de ça? Je pense que, tu sais, en rencontrant plein de femmes dans les dernières années, je me suis rendu compte que je suis vraiment pas la seule à avoir eu une mère qui parlait de façon négative de son propre corps. Puis, tu sais, que quand j'en parle dans des entrevues ou dans des podcasts, je dis jamais que je vais blâmer ma mère et tout. Je pense que c'est sa grossophobie internalisée. Elle aussi, là, elle voyait les mêmes standards de beauté que moi, là. Puis je pense aussi, ma mère est d'origine italienne. Puis je pense aussi, il y a beaucoup d'Européens qui ont comme vraiment des gros problèmes de grossophobie. Fait que, tu sais, je pense que ça vient de loin, là. Puis, tu sais, je pense qu'elle voulait juste le mieux pour moi, tu sais. Puis, je comprends vraiment. Puis, c'est sûr en grandissant comme ça, je me suis toujours dit, si un jour j'avais un enfant, que ce soit une fille ou un petit garçon ou however ce petit bébé-là veut s'identifier plus tard, comme je veux jamais lui parler je veux jamais parler devant elle de mon corps à moi, que ce soit, je veux jamais lui parler en mal de mon corps, tu sais. Je veux pas comme qu'elle me voit me regarder dans le miroir puis comme dire un commentaire
Je veux jamais que ça arrive. Je veux jamais lui parler de mal de son propre corps à elle. Puis aussi, c'est surtout de comme... Tu sais, même si je lui dis qu'elle est toujours belle, elle a presque 1 an, là, elle me comprend pas, mais tu sais, bientôt, elle va me comprendre, mais je veux aussi, tu sais, pas juste parler de son physique. Oui. Je veux essayer de... Tu sais, je veux lui dire qu'elle est intelligente, qu'elle est drôle, qu'elle est empathique, tu sais. C'est vraiment juste de pas mettre l'emphase sur le corps puis sur l'aspect physique de sa personne parce que, tu sais, at the end of the line, c'est juste une enveloppe qu'on a, là. C'est... Ce qui est important, c'est notre personnalité, notre caractère, notre attitude, comment on traite les gens, le respect, tout ça. Fait que, ouais, je veux vraiment lui montrer aussi, tu sais, lui expliquer assez honnêtement ce que moi j'ai appris avec le temps. Tu sais, comme, je sais qu'elle va apprendre plein de choses, genre par elle-même, mais tu sais, lui expliquer, puis lui montrer que comme, qu'est-ce qu'on voit à la télévision, c'est pas, tu sais, ça représente pas les gens dans la rue, ça représente pas notre cercle social, tu sais, c'est vraiment, tu sais, lui expliquer tout ça, je vais pas lui expliquer ça en étant jeune, mais tu sais, juste par exemple, lui lire des livres où ce que les personnages ont des couleurs différentes, tu sais, ça commence vraiment jeune, tu sais, je lui lis déjà des livres. Tu sais, j'essaie déjà de diversifier les livres que je lis, genre, avant le dodo, tu sais, ça peut sembler ridicule, mais ça commence vraiment jeune, ce conditionnement-là qu'on a, tu sais. Je pense que, surtout maintenant, là, avec les réseaux sociaux, les jeunes filles grandissent, puis, tu sais, j'ai déjà entendu des amis qui, comme leur petite fille à 5-6 ans, passent déjà des commentaires sur comme « Ah, j'ai pas porté ça parce qu'on voit mon ventre », tu sais, comme... C'est vraiment inquiétant. Ouais. Puis je veux vraiment essayer de comme... Tu sais, je sais que je peux pas la protéger de tout ça, mais je veux vraiment qu'elle sache que comme je suis là pour elle, puis tu sais we're gonna work on this together, tu sais. Ouais. Puis je pense que la magie des gens de notre génération, c'est peut-être que on est tellement self-aware de toutes ces choses-là. Vraiment. Et je pense qu'on a probablement souffert d'une façon ou d'une autre de comment nos parents nous ont éduqués. Puis je pense que c'est... Chaque génération dira ça, même si on adore nos parents, etc. Et je pense qu'on est peut-être la première génération qui est tellement au courant de ce qui se passe, voire même quasiment trop parfois, mais que ça va donner à ces générations futures vraiment une vision beaucoup plus ouverte sur les choses. Et donc de commencer très tôt, je pense que c'est très parlant du type de génération qu'on est aussi. C'est prendre les choses dans l'œuf et comme... dégager toutes les choses négatives dès le début parce qu'on en a beaucoup souffert finalement à travers le temps. On parle de corps, on parle de diversité, donc forcément, c'est un canal pour parler du Womanhood Project, le projet dont tu nous as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, ça a commencé, c'est ça, il y a environ 6 ans. On a fait plusieurs éditions, donc dans le fond, The Womanhood Project, à la base, on allait à la rencontre de femmes et de personnes non-binaires pour écouter leur histoire. Donc, c'était vraiment un projet photo, mais avec les photos, il y avait toujours un texte qui accompagnait les photos. Donc, c'est vraiment important pour nous que les gens se sentent à l'aise d'écrire leur texte à eux. On leur disait toujours, tu sais, tu peux écrire un essai, tu peux écrire un poème. Au début, la première édition qu'on a fait, on voulait se concentrer sur des sujets en particulier. Donc, la première année, tu sais, il y a un texte, mettons, qu'on a rencontré une femme, elle parle de ses troubles alimentaires. Une autre femme parle de son poil. Mais après la première année, on s'est rendu compte que comme ces femmes-là avaient plus de choses à dire, tu sais. Souvent, on pouvait pas les faire écrire un texte sur un certain sujet. Donc, après les années, tu sais, on voulait juste qu'ils se laissent aller, qu'ils parlent de leur corps, tu sais, que ça peut... Des fois, ils parlaient de... Par exemple, une agression qu'ils ont eue, tu sais. C'était vraiment juste... C'était comme une petite thérapie aussi pour eux. Fait que c'était toujours un texte qui accompagnait des photos. Donc, nous, on allait à l'encontre à chaque année de plusieurs femmes. La première édition, on était un peu... tu sais, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Je pense qu'on a rencontré comme 20 quelques participantes. Ah oui, quand même. Aucun sens. C'est beaucoup. Aucun sens. Les premières, je me souviens, la première journée de shoot, on a pris en photo 3 participantes. Puis à la fin de la journée, on était comme sur le bord du trottoir à pleurer parce que
je veux pas, c'est quand même intense émotionnellement d'écouter, tu sais, parce que quand on allait à leur rencontre et qu'on prenait les photos, ils nous parlaient un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, de, tu sais, aussi on parlait de quoi qu'ils voulaient jaser dans le texte et tout. Fait que souvent, ça ressemblait un peu à comme des therapy sessions, tu sais, puis fait que c'est très emotionally draining pour nous. Ouais. Fait qu'à la deuxième année, on était comme, OK, on va prendre moins de participantes cette année, on va mieux gérer nos trucs, tu sais. Puis on savait même pas qu'on allait faire une deuxième édition, tu sais, comme nous, on pensait que ça allait être un one-shot deal, puis comme, finalement, on a fait 5 éditions, fait que comment que ça fonctionnait, c'est à chaque été, on allait, c'est ça, on rencontrait les participantes qui souvent nous contactaient sur les réseaux sociaux. Après la première année, on n'avait vraiment aucune misère à comme... Les gens venaient vraiment vers nous pour participer au projet. Puis avec le temps, malheureusement, on devait dire non à certaines personnes. Mais on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens voulaient parler de leur histoire, puis ça leur faisait du bien parce que juste la première édition, on a eu 70 DMs, tu sais. Puis dans ce temps-là, Sarah et moi, on n'était pas connus dans la scène artistique à Montréal, tu sais. Fait que d'approcher 2 personnes que tu connais même pas pour parler de tes deepest thoughts and troubles, ça veut vraiment dire que il y avait vraiment un manque de projets comme ça, puis d'espace sécuritaire c'est ça, exactement, où on pouvait développer ça. Exact. Fait que c'est ça, on allait à l'encontre à chaque été des participantes. C'est moi qui prenais les photos et ma collègue Sarah faisait la direction artistique. Puis au courant de l'année, fait que de septembre à comme début de l'été, toujours un portrait qui sortait à chaque 2 semaines sur notre site web. Fait qu'on avait fait ça pendant 5 années, 5 éditions. À travers ça, on a beaucoup appris, comme je disais, individuellement sur notre façon de voir notre corps. Je dis toujours que j'ai grandi énormément avec ce projet-là. J'ai vraiment évolué en tant que femme, en tant que personne. Je peux dire que je serais vraiment pas à la même place dans ma vie sans ces années-là. Avec le projet, on a eu la chance d'être featured dans genre plein d'articles à l'international. Il s'est passé tellement de choses à travers les années. C'est jamais... Tu sais, oui, on voulait ces choses-là, on a travaillé tellement fort, mais à chaque fois qu'il arrivait quelque chose de gros, on était comme, mais voyons donc, ça nous arrive à nous, tu sais, comme... Je pense que ça veut dire que les gens cherchaient vraiment ce genre de projet-là. Je pense que c'était vraiment un manque. Puis je pense qu'à travers les années aussi, on a vu plus de petits projets comme ça ressortir de Montréal puis à l'international aussi. Puis ça fait du bien maintenant de voir que plusieurs projets touchent la diversité corporelle, touchent plus les histoires des femmes et tout ça, tu sais. Puis je pense aussi qu'en général, tout ce qui est... body neutrality, positivity, ça a vraiment comme explosé sur les réseaux sociaux dans les dernières années, tu sais. Puis ça fait du bien. Puis comme, je sais plus si tu l'as mentionné, mais les photos que tu faisais avec Sarah, c'était aussi des personnes qui étaient quasiment nues ou... Encore une fois, on rentrait vraiment dans le domaine de l'intimité, donc c'était pas juste des portraits habillés, non, c'était vraiment... c'est ça, on allait... Si on pouvait, c'était toujours chez la personne. Je dirais que 90% du temps, c'était vraiment chez eux. Sinon, on s'arrangeait autrement. Tu sais, si la personne avait des colocs ou quoi que ce soit, c'était chez moi ou chez Sarah. Puis c'est ça, c'était vraiment de rentrer dans leur intimité, que ça soit, tu sais, émotionnel, personnel, mais aussi, tu sais, ces personnes se mettaient à nu devant nous. Tu sais, souvent, après même pas une demi-heure, la personne était déjà en sous-vêtements. Puis je pense que ces personnes étaient vraiment prêtes à s'ouvrir à nous parce que souvent, les gens nous disaient... « Oh mon Dieu, j'ai jamais dit ça à mes amis. » Puis ça se passait quand même assez rapidement. Là. Souvent, après quelques minutes, on parlait de choses vraiment intenses, vraiment profondes. Mais je pense que on était... C'est ça, comme tu dis, un espace sécuritaire pour eux. Puis surtout après les années, les gens savaient un peu ce qu'on faisait, connaissaient le projet... connaissais un peu. Vous avez fait vos preuves aussi là-dedans, quoi. Oui, c'est ça. C'est sûr que la première année, c'était drôle. Tu sais, je me souviens encore d'une participante à
à la fin du shoot, était comme... j'avais vraiment peur là, de vous rencontrer. C'est comme, je pense qu'elle le faisait parce qu'elle en avait envie, elle en avait besoin. Elle était comme, tu sais, là, je savais pas, je savais pas si vous alliez être des creeps. Des creeps. C'est quand même gentil d'aller chez quelqu'un qu'on connaît pas puis leur demander de se mettre pratiquement tout nu, tu sais, comme... Mais elle a eu le courage aussi de se dire, bon, je tente ma chance, peut-être. Exact, mais après la première année, je pense que les gens savaient un peu t'es qui. Ouais. C'est un peu moins inquiétant. Ouais. Mais je suis quand même toujours surprise qu'il y a autant de gens qui nous aient contactés au début. Fait que je pense que, tu sais, comme que je dis dans les dernières années, on est plus ouvert sur ce genre de sujet-là, mais je dirais que, tu sais, il y a 6-7 ans, là, on n'entendait pas beaucoup de parler de diversité corporelle. Ça commençait, là, vraiment. Puis encore moins, je trouve, au Québec. Je trouve qu'au Québec, on est un peu toujours prude sur ce genre de sujet-là. Tandis que peut-être en Europe ou UK, tu sais, on jasait déjà un peu de ça, tu sais. Mais ici, c'est pas le genre de choses qu'on avait encore entendu parler. J'associe souvent le métier de massothérapeute au métier de photographe, alors que c'est deux choses qui... Je peux comprendre. En soi, n'ont rien à voir, mais pour avoir côtoyé énormément de massothérapeutes au Bota Bota, je me suis rendu compte à quel point c'était un métier qui était d'abord physique, mais aussi émotionnellement extrêmement drainant, parce que tu prends vraiment l'énergie des gens et tu le sens quand ils vont pas bien, et avant même de les masser, parfois ils ont des petites conversations juste pour voir où est-ce que t'as mal, qu'est-ce que t'as envie de travailler et tout, puis c'est souvent très intimement relié à une situation émotionnelle, et donc j'ai parlé avec des massothérapeutes qui, en plus d'être des massothérapeutes exceptionnels, ont aussi énormément d'empathie, et je pense que, et à la fin de certaines sessions de massage, ils étaient complètement drainés, tu vois. Et je pense que ce que tu racontes avec Sarah, votre première année, c'est aussi ça, être photographe. C'est pas, les gens pensent souvent que c'est facile parce que, oh, bah, t'as un appareil, puis l'appareil va faire le travail pour toi et whatever. Mais ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit seulement en shoot quand c'est avec un photographe qui est bon, c'est la portion d'empathie exceptionnelle qu'il faut avoir, et surtout dans votre cas où c'était un projet où les gens se mettaient littéralement à nu. Et je trouve ça super beau. Enfin, c'est honorable de pouvoir faire ça et d'avoir cette force en soi de passer à travers ça. Donc, bravo. Parmi les personnes que tu as photographiées, tu as aussi photographié des personnalités québécoises, notamment Safia Nolin, Cœur de pirate aussi. Qu'est-ce que c'est de photographier des personnalités, surtout dans ce contexte-là? Est-ce que tu abordes ça différemment qu'avec des personnes qui ne sont pas des personnalités? Non, c'est des personnes comme nous, là. Ouais. Puis qui ont chacun des vécus différents, des réalités différentes. Aussi, c'est des personnes qui ont aussi, peut-être encore plus que nous, tu sais, leur corps est tellement mis, c'est comme devant la caméra, c'est disponible pour tout le monde. C'est comme, surtout des gens comme, si on a rencontré, tu sais, Cœur de pirate, puis Béatrice Martin, puis Safia, c'est des gens qui ont souvent été mis de l'avant pour leur corps, tu sais, de façon très différente, tu sais. Cœur de pirate avait eu, tu sais, un peu elle avait fait des photos nues dans le passé, fait que c'est quand sa carrière a commencé, ça l'a sorti et tout. Fait que je pense un peu de faire un shoot qui était un peu... Elle reprenait le contrôle, peut-être. C'était de vraiment reprendre le narratif, le contrôle de ce qu'on voyait d'elle sur les réseaux et sur Internet, tu sais, puis c'était vraiment intéressant aussi de lire son texte. On a beaucoup appris sur ses troubles alimentaires et tout. Puis ça fait juste du bien aussi de voir ces personnes-là, ces personnalités publiques-là d'une façon très vulnérable. Je pense que c'est peut-être un rappel aussi pour beaucoup de gens que comme c'est des personnes comme toi et moi qui ont beaucoup de tu sais, qui ont une vie, qui ont un passé, qui ont peut-être des troubles alimentaires comme nous, tu sais. Puis c'est c'est vraiment cool de les rencontrer, mais je dirais que, tu sais, la session en tant que telle, c'est vraiment comme n'importe qui, tu sais. Safia, c'est devenu une bonne amie qui habite pas trop loin de chez moi, fait que c'est cool. Puis on a aussi retravaillé après, on l'a pris, enfin, on a travaillé pour la première fois avec Safia pour son clip Lesbian Breakup Song. On a travaillé là-dessus avec le studio Bien à vous, qui existe qui existe encore, bien à vous. Puis ça a vraiment été incroyable.
c'est nous, en fait, qui a fait le casting. Fait que toutes les femmes dans le clip, c'est nous on les a choisies et tout. Puis c'est des filles avec qui on avait déjà travaillé. C'est des femmes avec des corps différents, des personnes non-binaires. Il y avait aussi une personne trans, tu sais. Fait que c'était vraiment incroyable de travailler sur ce projet-là. C'est de loin... j'ai des frissons quand on parle. C'est un des plus beaux projets sur lesquels j'ai travaillé. Si tu écoutes le clip, tu peux totalement comprendre comment ça peut être magique de terminer sa journée en courant dans un champ nu avec comme 10 autres femmes. On l'a tout fait, en fait, même moi et Sarah. La seule personne qui restait, c'était comme la personne qui filmait. Fait que c'est vraiment, c'est comme le crew au complet s'est mis à nu. C'est assez impressionnant. Une symbiose incroyable, je pense. Tu peux pas dire souvent que t'as couru nu dans un champ avec tes collègues, genre aussi, mais avec des autres femmes. Ils ont tous, genre, des corps différents. Tu sais, on était tous un peu gênés au début, mais tu sais, de juste... Tu tournes, puis t'as comme 10 autres femmes nues, mais on est toutes différentes. Ouais. Tu peux pas être gêné, là, tu sais, comme... On a toutes des courbes différentes, des couleurs de peau différentes, des dimples, des vergetures, c'est comme la cellulite, c'était vraiment empowering de voir ça. Aussi, je trouve ça vraiment important de mentionner que on pense que c'est la première fois que c'est arrivé au Québec. Le crew complet, c'était des femmes. Tout le monde. Fait que c'est vraiment encore un espace super sécuritaire. Fait que, ouais, les 2 journées de recording, que ce soit la journée en studio ou la journée qu'on est allé en nature, là, c'était vraiment... c'était quelque chose. Ouais. C'était vraiment de pouvoir... je m'excuse, je suis blingue puis j'oublie mes mots en français des fois, là, mais de pouvoir voir tout ça de l'extérieur, mais aussi de pouvoir d'en faire partie aussi. C'était vraiment impressionnant. Puis de voir le résultat final, c'était très émotionnel pour moi. Ouais. Très, très, très émotionnel. On savait aussi qu'en travaillant avec Safia, il allait sûrement avoir un peu de backlash. Il y en a eu, mais ce qui est beau, c'est qu'il y a eu tellement de positifs qui est ressorti de cette collaboration-là. De loin, beaucoup plus de choses positives que de backlash. Fait que, c'est surprenant. On s'attendait à vraiment qu'il y ait plus de négativité, plus de gens qui jugent. Ouais. Puis finalement, même les gens qui habituellement sont pas si ouverts que ça, nous écrivaient ou écrivaient à Safia comme « Oh mon Dieu, je me suis reconnue. » Genre, j'ai vu quelqu'un avec mon genre de corps à la télévision, dans un clip. Ça a vraiment fait du bien. Ça donne envie d'y être. Moi, j'ai envie d'aller courir nu, là. J'aurais envie de faire ça chaque été au moins une fois. Pour vrai, n'importe quelle personne devrait vivre une expérience comme ça un jour. Ouais. C'est vraiment libérateur. Puis ça fait vraiment du bien. Ouais. Vraiment. Ouais, ça doit. On va parler d'un autre projet aussi que tu as fait dans le cadre du Womanhood Project avec Sarah, dont tu as parlé. Donc, c'était du 12 juin au 21 septembre 2021. Tu as exposé au Musée des Beaux-Arts de Québec. Oui. Incroyable. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience en gros? C'est vraiment assez fou parce que c'est la dernière collaboration, on peut dire, qu'on a faite avec le projet. Fait que ça termine quand même assez bien 6 ans de projet commun avec une amie d'exposer au Musée des Beaux-Arts de Québec. Je pense que ça boucle bien la boucle. C'était vraiment très inattendu. En fait, juste avant la pandémie, on s'est fait inviter sur un panel d'une conférence au musée à Québec. C'était vraiment, vraiment intéressant comme panel. Je me souviens plus du sujet, mais ça parlait vraiment des arts et les femmes. Puis, c'est littéralement le jour avant que les restrictions ont commencé. C'est la dernière chose que j'ai faite avant la pandémie.
Puis, il y a quelqu'un qui travaillait pour le musée qui était dans l'audience, qui était pleine. On avait sold out pour la conférence. C'était très stressant. Pour quelqu'un qui est quand même assez timide, j'étais vraiment surprise. C'est ça, je pense qu'après la conférence, j'imagine qu'ils nous ont bien aimés. Puis avec le temps, on a commencé, c'est ça, à jaser avec une des curatrices du musée. Après ça, il y a eu la pandémie, les fermetures. Fait que le musée a fermé pendant un certain temps. Fait que on a commencé à parler un peu de qu'est-ce que ça pourrait être, cette exposition-là. Tout a fermé. Puis on s'est fait dire « Ah, on va vous recontacter quand tout revient un peu à la normale. » Ben, nous, on s'est dit genre « Ça va jamais arriver. Ouais. » Là. On avait un peu fait le deuil de tout ça. Puis je pense 1 an et demi plus tard, 1 an, on s'est fait recontacter pour comme un peu remettre en marche l'idée de l'expo, puis travailler là-dessus. C'est vraiment le fun parce qu'on a vraiment travaillé comme du début à la fin sur la démarche avec l'expo. On a travaillé comme pendant des mois avant. On n'a pas juste exposé, on s'est fait dire de comme imprimer les photos et tout. Là, c'était vraiment toute la recherche et tout. On a travaillé là-dessus. Fait que ça, je trouve ça pratiquement aussi intéressant que actually exposer mes photos au musée, tu sais. D'être en arrière de tout ça. Dans le fond, c'était l'expo était un peu en collaboration avec l'expo de Pablo Picasso. C'était un peu surréel juste de dire ça, là, ouais. Fait que dans le fond, quand tu arrivais au musée, c'était ça l'été complet 2021 au musée. Dès que tu arrivais dans l'expo de Pablo Picasso, il fallait en fait passer par l'expo de Pablo Picasso pour aller à l'expo collective dont on faisait partie. C'était vraiment intéressant de se faire suggérer de travailler en collaboration avec les œuvres de Pablo Picasso parce que, comme je te disais tantôt, moi, je connaissais, tout le monde connaît c'est qui Picasso, ouais. Juste de nom, mais je connaissais pas un peu sa vie, ce qui était derrière son art. L'ombre. Ouais, l'ombre très noire de Pablo Picasso, qui était un homme très tourmenté, très misogyne, qui a eu, il a souvent eu des muses. Il a profité beaucoup de ces muses-là pour, je crois, mettre son travail de l'avant. On peut voir c'est dans ses peintures, puis même dans ses sculptures, souvent, la femme ressortir de tout ça. Il y a eu plusieurs femmes, il y a eu plusieurs maîtresses ouais. En même temps d'avoir une femme. Ouais. Il y a une vie assez tourmentée et compliquée avec la gente féminine. Ouais, très toxique, je pense. Très toxique. Mais ce qui était intéressant, c'est que je pense que c'est la première expo qu'on abordait ce sujet-là, tu sais, de cette toxicité-là. Puis aussi, il y avait une partie de l'expo de Pablo Picasso qui était vraiment dédiée aux muses qu'il y a eu à travers les années. Il y en a eu beaucoup. Fait qu'il y avait vraiment, tu sais, on voyait des photos d'elles, on voyait vraiment une bonne, un bon résumé de leur vie et tout, comment ils ont pu collaborer à l'art de Picasso et tout. Fait que c'est intéressant de voir ce côté-là de lui, tu sais, de vraiment voir, oui, c'est quelqu'un d'exceptionnel, Pablo Picasso, mais il y a vraiment ses défauts. Ouais. Puis je pense c'est que ça soit en connexion avec une expo comme la nôtre, où ce que nous, on met vraiment comme... Le mot muse, c'est un peu bizarre, je trouve, d'utiliser le mot muse. Lui, c'est vraiment des muses, mais nous, tu sais, c'est les femmes puis les personnes qui ont participé au projet. On voulait que ça soit vraiment eux qui se mettent de l'avant. On voulait vraiment entendre leur histoire. Nous, on mettait jamais... On s'imposait jamais dans leur histoire, tandis que Picasso, avec ses muses, il est tu sais, comme des fois dans des peintures, la façon qu'il les peinturait, il était genre exagéré, il était grotesque. C'était vraiment c'était vraiment fait de façon toxique un peu. Là, violente même, c'est très... Vraiment très violent.
Ouais. Tandis que c'est ça, c'était un peu de mettre... d'un peu voir la différence des deux expos. Gros contraste. C'est ça, puis de aussi voir, je pense, c'est à travers les années aussi, la vision de la femme a vraiment changé et tout. Puis même les autres exposants dans l'expo collective étaient vraiment incroyables. On voyait vraiment aussi beaucoup de diversité culturelle aussi. C'était vraiment, vraiment intéressant de voir toutes ces réalités-là en conjonction avec les réalités de Picasso. Ouais. C'est aussi important qu'on a participé à l'audio-guide qui accompagnait les gens à travers l'expo. Fait que c'est important aussi d'écouter l'audio-guide parce que après tu vois vraiment ces peintures, ces sculptures et tout de façon différente. Ah, c'est sûr. Ça doit être choquant d'ailleurs. Enfin, et je trouve ça hyper bien qu'un musée se soit engagé dans cette direction. Parce que souvent, les musées, c'est un peu considéré comme des lieux où tu préserves finalement cette image qu'un artiste s'est construit. Et finalement, là, le musée, comme on va déconstruire ça. En fait, ça n'enlève rien qu'il avait énormément de talent, mais ce talent, finalement, il s'est transformé en façon de juste montrer des femmes d'une façon ou d'une autre, souvent plus négative que positive. Et c'est beau que le musée et que vous ayez pu participer à ça. Je trouvais ça important aussi on a travaillé avec une équipe qui était majoritairement aussi des femmes. C'est juste aussi vraiment inspirant de travailler avec des curatrices puis des femmes qui ont des hauts postes dans un musée aussi grand, aussi important au Québec. C'était vraiment quelque chose aussi d'important parce qu'en travaillant avec eux, on a vraiment développé encore une fois un safe space, tu sais. Puis on a développé des super belles relations avec eux. Puis, tu sais, pour te donner une idée à l'ouverture, on a toutes pleuré à la fin de la journée, tu sais, parce que c'est vraiment quelque chose de très émotionnel de mettre de l'avant ces histoires-là, tu sais, comme... Puis c'est ça. C'est vraiment un beau moment pour... puis c'est vraiment un beau projet pour finir Womanhood. C'est un beau point final. Genre. Ouais, vraiment, vraiment. Est-ce que tu crois que le concept de bien-être est intimement lié à l'apparence physique? Ça en fait partie, c'est sûr. Je veux dire, quand on parle de bien-être, on peut penser aussi à comme le self-care et tout. Puis je pense que c'est important comme tu dis, aller se faire masser, de prendre soin de son, pas de son apparence, mais de sa peau, de son corps, de prendre du temps pour nous-mêmes. Mais je pense que le bien-être vient aussi avec, la santé mentale. C'est tellement une grande partie du bien-être. Pour être bien dans notre peau, il faut être bien aussi dans notre tête. Je pense qu'on l'a surtout vu avec les dernières années de pandémie. C'est important de prendre du temps pour soi, mais prendre aussi du temps pour être bien mentalement, que ce soit de la thérapie, que ce soit genre du yoga si ça te fait du bien, ou que ce soit aller te faire masser, prendre une journée au spa, c'est vraiment très intimement lié au bien-être, tout ça, Ouais. Puis en quoi est-ce que tu crois que c'est important qu'on voit de la diversité corporelle dans les médias actuellement? Pour vrai, ça change complètement nos vies, là, de voir de plus en plus de diversité à l'écran, là, que ça soit dans des téléséries, des films, n'importe où, là, la représentativité dans tout ça, ça change tout, là. Si j'avais été élevée en voyant à la télé des femmes avec des courbes, des filles qui sont plus petites, je disais, moi, je mesure 4 pieds 11, puis je suis super ronde, comme tu voyais jamais ça à la télévision. Puis si tu le voyais, on riait de ces personnes-là. Comme encore maintenant, c'est quelque chose qui arrive très souvent, les personnes grosses, s'ils sont dans un film, c'est toujours la meilleure amie du personnage principal. C'est toujours, on peut penser à des comédies où le personnage principal, c'est des personnes considérées obèses. Je n'aime pas ce mot-là, mais c'est comme, on rit de ça. Ça va être genre le comic relief. C'est ça, exactement. C'est lui qui va faire des blagues dans le truc. T'imagines grandir en voyant des choses comme ça, à quel point que, sans même t'en rendre compte, ça ruine vraiment ta confiance en soi, en toi, puis
la confiance en soi, là, ça touche littéralement tous les aspects de ta vie. Je suis quelqu'un avec des énormes insécurités, puis je veux dire, ces insécurités-là touchent tous les aspects de ma vie, tu sais. Puis si au moins l'aspect physique, j'avais eu un petit comme sentiment d'appartenance à des gens que je voyais à l'écran, mais c'est sûr que ma vie aurait été complètement différente. C'est sûr, c'est sûr. On va travailler fort pour que ça continue, parce que je pense que de toute façon, ce que tu fais, t'es clairement dans la bonne voie pour montrer le chemin. Que ça soit, tu sais, j'essaie de faire ma part un peu, là, Puis pour moi, ça vient vraiment naturellement, comme... Puis quand je vois, par exemple, des photographes qui prennent toujours des corps similaires en photo, je trouve ça vraiment dommage, parce que c'est même pas de... C'est dommage pour le photographe, tu te mets vraiment comme... Dans une zone de confort absolue. Tu mets genre... c'est comme... You're missing out carrément, là, sur toi-même, ton aspect personnel de la vie, comment que tu pourrais évoluer à rencontrer des personnes différentes, mais aussi comme à quel point que ce que ton travail fait sûrement pas du bien à beaucoup de gens. C'est vraiment dommage. Quels sont tes projets futurs? Vaste question, ouais. J'imagine. Mais en ce moment, c'est ça. Je suis un peu en train de m'habituer au freelance life, à gérer tous mes contrats ici et là. J'aimerais vraiment ça, continuer à collaborer, faire des podcasts, collaborer avec des gens différents que ce qu'on voit dans les médias. Puis aussi, je fais un peu de modeling on the side. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais tu es mannequin aussi depuis assez récemment quand même. Oui, puis c'est ça, j'ai été signée à une agence qui s'appelle Details à Montréal. Puis ça, je le dis toujours, ça m'aide vraiment beaucoup d'être devant la caméra, parce que ça m'aide à comprendre mes sujets à moi quand je les prends en photo. Ça m'aide à comprendre l'inconfort des fois qu'on peut avoir devant une caméra. C'est ça, je trouve ça important de comme comprendre ce qu'eux vivent. Puis je suis quelqu'un qui est extrêmement empathique, des fois un peu trop. Fait que c'est un peu aussi cette empathie-là de comme comprendre ton sujet, tu sais, puis de te mettre à sa place aussi des fois. Puis ça aide aussi beaucoup mon estime personnelle. Puis ça m'aide aussi à être confrontée à moi-même, tu sais, à comme... Des fois, je vois des photos de moi, puis je suis comme, ah mon, tu sais, à première vue, je les aime pas. Mais c'est un peu de travailler là-dessus, c'est comme... Des fois, maintenant, tu m'as déjà pris en photo, puis je me rends compte qu'il y a certaines photos que je trouve belles de moi. Il y a 2 ans, je sais, si j'avais vu cette photo-là, je me serais trouvée dégueulasse. Mais tu sais, ça prouve que comme je travaille sur moi, sur aimer mon corps, aimer ses différences, aimer aussi l'évolution de mon corps qui a vraiment changé avec le fait d'avoir été enceinte, tu sais. Aussi, ouais. Mais je travaille aussi sur... j'aimerais... depuis que je suis devenue parent, le sujet de la parentalité m'interpelle vraiment beaucoup. Je trouve qu'en tant que parent, on est souvent mis de côté, dans le sens que souvent, c'est vraiment un exemple qui peut paraître un peu niaiseux, mais maintenant, quand les gens viennent me voir ou rentrent chez moi, ils vont jamais me demander comment que je vais. C'est correct, parce que c'est sûr, c'est le bébé qui est important, c'est le bébé qui est comme le centre de l'attention. Don't get me wrong, genre, je comprends, elle est tellement mignonne, puis tous les bébés le sont, mais, tu sais, c'est important comme je trouve que c'est important de parler de c'est quoi devenir parent, tous les aspects de la parentalité, tout ce qui vient avec. Je trouve que c'est vraiment un événement très spécial dans une vie. C'est quelque chose qui arrive, même si t'es enceinte pendant 9 mois, ça arrive vraiment du jour au lendemain. Puis t'es souvent un peu lancé là-dedans. Puis c'est assez spécial comme événement d'une vie. C'est ça, j'ai justement un petit meeting cette semaine avec la personne avec qui je veux faire ce projet-là pour... ça parlerait de parentalité, il va y avoir des photos, peut-être aller à l'encontre de parents et tout, différents. C'est ça.
C'est beau. On te souhaite que ça C'est encore fonctionne. très basic comme idée, mais je veux vraiment développer ça dans les prochains mois. C'est vraiment un sujet qui, je pense qu'on doit plus en parler. Puis je pense que tu as fait preuve d'assez de créativité dans le passé, dans tes projets, pour savoir qu'il va y avoir un tunnel de possibilités après, je pense. Est-ce que tu avais un dernier mot à partager avec nos auditeurs, un mot de fin? Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux aussi? Je sais pas pourquoi ça vient de me venir en tête, mais j'ai souvent des conversations récemment que il y a beaucoup de gens qui sont encore trouvent ça encore très tabou, la thérapie, puis à quel point que la thérapie c'est intimement lié au bien-être. Moi, je suis en thérapie depuis quelques années, puis ça a vraiment sauvé ma vie. Je pense que j'aimerais juste ça que les gens réalisent que c'est vraiment pas tabou d'aller voir un psychologue, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis juste de comme... Il y a vraiment... Quand tu te sens seul, c'est vraiment difficile, mais il y a vraiment l'aide est là. Je sais que c'est difficile d'avoir un thérapeute au Québec en ce moment, mais il y a tellement de façons différentes de s'aider. C'est juste... T'es jamais toute seule, puis il peut toujours avoir quelqu'un là pour t'aider. Sinon, sur les réseaux sociaux, on peut me trouver à... C'est mon nom complet, donc c'est écrit Cassandra Cachero sur Instagram. On peut me trouver là-dessus. Mon site web, cassandrakachero.com. Tout simple. Mais tout est là sur Instagram pour voir mon travail puis les projets qui s'en viennent. Super. Et une toute dernière question avant. Comme c'est la seule que je pose à tout le monde, quelle est ta propre définition du bien-être et comment est-ce que tu la vis au quotidien? Moi, pour vrai, le bien-être, c'est d'être heureuse. C'est de me lever le matin, puis d'être heureuse, puis de faire les efforts pour l'être. Ça peut être difficile, mais vraiment, moi, si je suis bien, je suis heureuse. Je veux dire, c'est vraiment la santé mentale, pour moi, c'est la chose la plus importante. Comme je disais tantôt, oui, c'est important de prendre soin de son corps, puis de l'extérieur, mais il faut vraiment prendre soin de l'intérieur aussi pour pouvoir prendre soin de l'extérieur après. Là, je pense que c'est vraiment plus important, la santé mentale en premier. Le reste va venir après. Wise words. Merci beaucoup, Cassandra. Merci à toi. À très bientôt et bonne chance avec tes projets.